Il n'est pas simple de s'autodiscipliner, n'est-ce pas? Alors, Monsieur le Président, peut-être en quelques mots, effectivement, sans prétention, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié cette table ronde et comme l'ensemble des collègues qui y ont participé, qui ont été nombreux au fil de l'après-midi, je vous remercie vivement de cette initiative. Car les échanges ont été directs, plusieurs interventions franches, et tout cela est de nature à faire avancer les choses. Et l'auto-entrepreneur, est-ce un excès de liberté dans un monde excessivement réglementé, voire corporatiste? S'agit-il d'un phénomène de sans-fleur, dont certaines seulement seront durables? S'agit-il plutôt d'un dispositif de transition et d'incitation à l'esprit d'entreprise? On l'aura compris, c'est plutôt ainsi que nous avons tendance à interpréter ce nouveau dispositif. C'est vrai que l'auto-entrepreneur, c'est le premier stade de l'entreprise individuelle. Et je crois que c'est le président Griset qui insistait sur ce point, à moins que ce ne soit Jean-François Roubaud. Et il y a deux formes d'exercice d'une activité professionnelle, la forme individuelle et la forme sociétale. Nous allons y revenir dans quelques jours avec un projet de loi que nos amis de l'artisanat soutiennent depuis, j'allais dire, des lustres et des lustres. Le patrimoine d'affectation, l'EIRL. Et notre souci sera également à ce sujet d'éviter les effets d'aubaine, les distorsions de concurrence, n'est-ce pas? Donc nous aurons d'ailleurs peut-être sur ce point une discussion un peu à front renversé sur certains aspects fiscaux et sociaux relatifs à ce patrimoine d'affectation. Et je retiendrai pour ma part que du point de vue fiscal, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de faveur particulière. Et il y a un enchaînement différent des choses et sans doute encore quelques points d'interprétation qui seront à clarifier. Et la première intervention, celle de notre ami de la DLF, a eu le mérite de mettre l'accent sur ces aspects. L'intervention du président du RSI nous a permis de toucher du doigt en particulier la question de la durée d'inscription de l'auto-entreprise inactive. Et dès lors, nous avons pu progresser dans le sens d'une meilleure analyse de cette population d'auto-entreprises. Et Jean-François Bernardin nous y incitait à la fin. Il faut que nous connaissions mieux, nous y serons aidés par les associations, celle de M. Hurel, celle de M. Leclerc, il faut que nous connaissions mieux les différents cas de figure. L'auto-entrepreneur à plein temps, l'auto-entrepreneur à temps partiel, la structure disponible pour mener une activité éventuelle, ce sont des cas de figure différents. Plusieurs ont évoqué la crise, en particulier le président de l'UPA. C'est bien vrai que la crise est pour beaucoup dans cette floraison d'entreprises individuelles. Mais la crise qui crée beaucoup de problèmes de reclassement, de détresse, qui conduit des couples à voir disparaître un salaire sur deux et à avoir de la peine à faire face à leurs charges. La crise que les élus locaux connaissent bien dans leurs différentes fonctions. Et elle peut tout à fait rendre légitime la création d'activités à temps partiel. En quelque sorte, beaucoup de nos concitoyens vont devenir, du fait de la crise, qu'ils l'aient voulu ou qu'ils y aient été conduits, des pluriactifs. Et il faut que nos systèmes puissent s'adapter à cette nouvelle réalité sociale. Et je crois que l'un des mérites du régime de l'auto-entrepreneur, c'est de se couler dans tous ces cas de figure particuliers. Et puis c'est aussi de permettre en quelque sorte la création d'entreprises à l'essai. Et vous racontez une histoire qui est de quelques jours, qui date de quelques jours. C'est un jeune qui est employé municipal dans une cyberbase. On sait ce que c'est qu'une cyberbase. Ça a été aidé par la Caisse des dépôts, ce qui est une bonne chose. Et c'est mis à disposition des gens qui veulent pratiquer l'informatique, pas d'ordinateur chez eux, des très jeunes, des très vieux, des moyens, de tout ce que vous voulez. Ce jeune vient voir son maire et lui dit
j'ai le sentiment que je peux créer mon auto-entreprise. Est-ce que vous acceptez le cumul avec mon emploi? Réponse oui, bien entendu. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire? Le jeune explique de manière assez claire, déjà assez convaincante, son projet. S'il n'avait pas la possibilité de cumuler, bien entendu, il ne franchirait pas le pas, il ne le ferait pas. Bon, peut-être que ce sera un succès, peut-être que ce sera un échec, il reviendra peut-être à la situation antérieure, mais il réussira peut-être, et s'il réussit, il libérera un emploi qui pourra être proposé à un autre jeune, ce qui, naturellement, sera positif. Alors, c'est vrai que parfois, des craintes ont été émises, on peut tout à fait le comprendre, craintes notamment du président de la CNAF Profession Libérale en matière de compensation démographique. Et je crois que ce sujet a été bien perçu et compris par le secrétaire d'État. J'espère que la rencontre à laquelle vous allez participer ainsi que M. Quévillon sera une rencontre fructueuse. Enfin, en tout cas, nous nous tiendrons informés, plus encore nos collègues de la Commission des affaires sociales, dont vous avez vu la grande vigilance à ce sujet. Mais il est vrai qu'il y a encore un certain nombre d'ajustements à faire. Plus spécialement, et je vais peut-être en terminer par là, sur le point de savoir si l'auto-entreprise, c'est une transition ou un état durable. Et sans doute la réponse dépend-elle de la nature de l'auto-entreprise, du positionnement de l'auto-entrepreneur. Celui qui va cumuler l'auto-entreprise avec une autre activité, après tout, il peut s'installer dans cette situation. Tout à l'heure, j'ai réagi parce que quand on faisait un calcul et qu'on regardait que la moyenne de l'auto-entreprise active, ça pouvait représenter 500 € par mois de mémoire. Certes, 500 € par mois, c'est moins que le SMIC, sensiblement moins, c'est moins que le RSA. Mais quand il y a des charges en face, si ça tombe à peu près régulièrement tous les mois, c'est extrêmement précieux. Et sans doute faut-il bien mesurer ce type d'apport et notamment en période de crise. Donc, nous serons pour notre part très ouverts aux évolutions sans doute nécessaires, mais en faisant très attention de ne pas nuire au dynamisme de ce régime. Parce que dans cette période, c'est l'un des rares sujets qui a été encouragé par un bon marketing. C'est vrai que c'est assez rare. Une politique publique qui a fait l'objet d'un bon marketing, il faut reconnaître que, bon, ce n'est pas toujours le cas. Alors, en effet, il ne faut pas que ce soit une méprise, il ne faut pas qu'il y ait trop d'ambiguïté, mais il faut aussi que nos amis, les anciens, acceptent de comprendre qu'il y a des transitions et que ça ne menace en rien leur position comme leurs institutions. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments de conclusion que je me permettrai de livrer à nos amis qui vraiment nous ont beaucoup éclairés et avec qui le travail doit manifestement se poursuivre. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le rapporteur général. Eh bien, merci surtout à chacun d'entre vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation, facilitant ainsi notre travail d'évaluation. Si nous avons organisé cette table ronde, si vous l'avez compris, pour accompagner ce statut d'auto-entrepreneur et contribuer aussi puissamment que possible à encourager nos concitoyens à entreprendre. Maintenant, au-delà des statistiques officielles, il ne faut pas se méprendre sur l'ampleur du mouvement qui s'accomplit. Il faut prendre conscience que les craintes que peuvent éprouver ceux qui entreprennent et respectent l'ensemble des lois n'est pas le sentiment d'être déstabilisé par ce phénomène nouveau. Il faut qu'au contraire, ce soit un enrichissement pour la communauté entrepreneuriale, qu'il s'agisse des artisans, des commerçants, oserais-je dire des industriels, car ils deviendront pour certains d'entre eux des industriels, des prestataires de services, parmi lesquels les professions libérales. On a bien vu qu'il va falloir qu'on redéfinisse les contours de ce qui est strictement profession libérale et ce qui est prestation de services.
Et on a vu aussi que ce statut particulier peut être l'occasion pour certaines personnes de se constituer légalement un revenu complémentaire parce qu'ils sont retraités, parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils ont besoin d'un revenu complémentaire et qu'ils souhaitent pouvoir se livrer à une activité avec un statut qui ne soit pas une chape de plomb. Messieurs, vous avez eu la délicatesse de nous communiquer une note sur vos interventions respectives. Vous pourrez les compléter si vous le souhaitez. De tout ce qui a été dit, il sera adressé un compte-rendu. Et je pense que nous pourrions encourager et autoriser le rapporteur général, s'il le veut bien, à publier une communication, un rapport qui reprendrait l'ensemble des propos tenus cet après-midi et qui serait une contribution à l'évaluation de l'auto-entreprise et l'esquisse de quelques pistes de réflexion, parmi lesquelles l'obligation faite à tout entrepreneur de déclarer à la fin de l'année son chiffre d'affaires et quelques indications sur ce qu'a été son activité pour qu'on appréhende mieux ce phénomène. Bien, merci, messieurs et mesdames, même si les femmes sont devenues très minoritaires. Non, pas si c'est légal.